Star Wars n'était pas revenu au cinéma depuis 2019 et l'horrible l'ascension de Skywalker. 7 ans plus tard, Disney pensait relancer la machine avec The Mandalorian and Grogu, mais malheureusement, le film s'est planté méchamment au cinéma. Est-ce que l'âge d'or de Star Wars est définitivement un souvenir lointain, très lointain? Eh ben on fait le point. Que lui arriverait-il si vous n'étiez plus là pour le protéger? Tout va bien? Salut, c'est Alexandre et aujourd'hui il est temps qu'on parle de The Mandalorian and Grogu. Bon, alors pas de la qualité du film puisque je ne l'ai pas vu, donc au fond j'ai pas d'avis, mais qui, si ça vous intéresse vraiment, était a priori assez faible si j'en crois mes camarades. Pour plus de précision, allez mater la vidéo critique de Geoffrey qui est dispo juste ici, ou l'autre avis de la rédaction, celui de Déborah, directement sur le site. Alors si je suis là, c'est donc pour parler du box-office de The Mandalorian and Grogu et essayer de comprendre pourquoi ce retour de Star Wars au cinéma est plutôt inquiétant, à la fois pour la saga et pour Disney. Et je dis inquiétant parce que Star Wars n'a jamais connu un tel échec au box-office. Pour parler gros sous, faisons le point sur les chiffres le plus rapidement possible. The Mandalorian and Grogu, il a engrangé 176,2 millions de dollars au box-office domestique. C'est tout simplement le pire résultat sur le territoire nord-américain pour un film Star Wars. Jusque-là, le plus petit score était détenu par Star Wars, l'Empire contre-attaque, avec 209,3 millions de dollars récoltés en 1980. Mais au fond, c'était une autre époque, et ce n'est même plus vraiment comparable. Alors, si on regarde donc uniquement les films sortis sous l'ère Disney, Solo et Star Wars Story, qui avait déjà été un énorme échec, avait engrangé 213,7 millions de dollars en 2018, Rogue One avait engrangé 532 millions de dollars en 2016, et chaque film de la post-logie avait dépassé les 500 millions jusqu'à l'impressionnant 936,6 millions de dollars de Star Wars Le Réveil de la Force en 2015. Le plus amusant quand on regarde en détail, c'est que chaque volet de la post-logie affiche carrément un week-end d'ouverture supérieur à The Mandalorian and Grogu sur toute son exploitation. 247,9 millions pour Star Wars 7, 220 millions pour Star Wars 8 et 177,3 millions pour Star Wars 9. Si on fait le bilan à l'échelle mondiale, les conclusions, elles sont les mêmes. The Mandalorian and Grogu affiche un triste score de 329 millions de dollars. Avant lui, Solo avait frôlé les 400 millions de dollars avec 392,3 millions de dollars, ce qui était déjà un échec tonitruant pour la saga. Rogue One, Star Wars 8 et Star Wars 9 avaient dépassé le milliard, et Star Wars 7, évidemment, avait lui franchi les 2 milliards de dollars, ce qui en fait toujours aujourd'hui le 6e plus gros succès de tous les temps au box-office. Bon, je ne vais pas mentir en disant qu'on l'avait un peu vu venir ce bid, puisqu'on avait carrément fait une vidéo à ce sujet avant la sortie du film. Mais dans la vidéo en question, Antoine avait tout de même relevé un point qui pouvait sauver The Mandalorian and Grogu par rapport aux autres films de la saga, son petit budget. Car oui, je n'ai pas encore parlé de budget, mais The Mandalorian and Grogu n'aurait coûté que 166,4 millions de dollars hors frais de marketing. Ce sont des chiffres qui viennent de la commission du film de Californie, donc des données assez sérieuses, et en plus c'est un budget qui prend en compte les crédits d'impôt, donc les réductions de coûts accordées par les régions et les pays où s'est déroulé le tournage. Si on ajoute le sempiternel coût marketing qu'on peut estimer à 100 millions de dollars, la somme classique pour un blockbuster hollywoodien, The Mandalorian and Grogu aurait donc coûté environ 266 millions de dollars à Disney. Pour entrer dans ces frais, je rappelle qu'un film ne doit pas simplement engranger son budget au box-office, mais plutôt viser 2,5 à 3 fois son simple budget de production. Alors avec seulement 329 millions de dollars récoltés dans le monde durant son exploitation, The Mandalorian and Grogu est très loin du compte. Il aurait fallu probablement entre 550 et 600 millions de dollars pour que Disney rentre dans ses frais et que Grogu fasse un petit cri de joie. Alors qu'à contrario, il suffit de quelques euros pour que je vous dise merci et que vous gagnez mon respect éternel en vous abonnant à Écran Large. Vous savez, ce petit paradis indépendant qui vous permet d'accéder à des dossiers exclusifs, des podcasts inédits et quelques avantages de navigation. Allez voir le lien dans la description, ça ne prend que quelques clics. Pour en revenir à The Mandalorian and Grogu, c'est donc une vraie catastrophe pour Disney et Star Wars, et ce, malgré son budget assez dérisoire comparé à ses aînés. Enfin, je dis budget assez dérisoire, mais on sait aussi très bien que les véritables coûts de production sont parfois cachés pendant quelques temps. Juste à titre d'exemple, à l'origine, pour rester dans la saga Star Wars, on pensait que Star Wars, Le Réveil de la Force, avait coûté 245 millions de dollars. En vérité, il en a coûté 535,5 millions, après crédit d'impôt et hors frais marketing. Pareil pour Star Wars Les Derniers Jedi, passé de 300 millions à un coût réel de 343 millions. Ou Star Wars 9, passé d'environ 275 millions à la bagatelle de 490 millions. Et oui, à Disney, on n'est pas à 200 millions près apparemment, donc bon. Et d'ailleurs, ça marche pour plein d'autres franchises, puisque pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel avait annoncé environ 200 millions de budget, alors que le budget réel était de 415 millions. Oui, pour ça.
Et le pire, c'est l'affreux Jurassic World Le Monde d'après, passé d'un budget de 265 millions à 531 millions de dollars. Bref, en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri que The Mandalorian and Grogu ait coûté encore plus cher que ses 166 millions de dollars hors marketing, et que son flop soit donc encore plus terrible pour Disney. Mais bon, ça, on le saura plus tard. La certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que The Mandalorian and Grogu est un désastre. Et d'ailleurs, je n'ai même pas précisé qu'en France, il avait engrangé le plus petit nombre d'entrées de la saga pour un film Star Wars en prise de vue réelle, avec seulement un peu plus d'1 million de spectateurs. Solo, il affichait 1,4 million d'entrées, Rogue One, l'autre spin-off de la saga, avait dépassé les 5 millions, et la postlogie, alors là, c'était très loin devant avec 5,9 millions pour Star Wars 9, 7 millions pour Star Wars 8 et 10,5 millions pour Star Wars 7, le record absolu de la saga en France. Bon, tout ça fait énormément de chiffres que je vous balance au nez depuis 5 minutes, mais comment on pourrait expliquer ce fiasco? Alors bien sûr, il y a sans doute la qualité du film qui a joué, c'est vrai, la critique n'a pas été tendre avec un médiocre 52 sur 100 sur Metacritic aux États-Unis, soit le même score que l'ascension de Skywalker, et un petit 3 sur 5 sur la note presse Allociné en France. Une note clémente, meilleure que Solo, qui avait eu 2,6 sur 5, mais moins bonne que tous les autres films de la saga. Oui, même l'ascension de Skywalker, encore une fois, qui avait réussi à tromper une bonne partie des médias, apparemment avec son 3,1 sur 5. Bref, comme la critique ne tue pas les films, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait à ce sujet, il faut trouver d'autres raisons, et la première, la plus évidente selon moi, c'est que Disney n'a pas su comment vendre The Mandalorian and Grogu au public. Jon Favreau, le réalisateur et producteur du film, l'avait dit à la CinemaCon en avril dernier. D'un côté, il fallait donner envie aux fans de la série de venir voir le film, car c'est une histoire inédite. De l'autre côté, il fallait aussi rassurer le grand public qui aurait la flemme de rattraper la série, en leur affirmant qu'il n'y avait de toute façon pas besoin de connaître Din Djarin et Grogu pour accrocher les wagons. Forcément, ça a donné des signaux assez contradictoires, surtout pour les spectateurs occasionnels. Et si on couple ce trouble à une promo calamiteuse, est-ce que je dois vraiment reparler du spot lunaire du Super Bowl ? This is the way. Il est clair que Disney n'a pas su donner envie aux gens de venir voir au cinéma The Mandalorian and Grogu. Alors est-ce seulement dû à la qualité du film ? On peut supposer que non, et je pense que dans la continuité de la réflexion, on peut aussi dire que Disney n'a pas su faire de The Mandalorian and Grogu un événement de cinéma. Visuellement, les bandes annonces, elles vendaient quoi ? Clairement, un épisode à rallonge de la série. Pas tant conçu pour le grand écran et le plaisir de l'art, on peut parler de IMAX, etc., mais c'était pas le cas, que pour tenter de se faire de l'argent sur le dos des fans, et des parents résignés à acheter une figurine Grogu à leur bambin, ou alors un rédacteur d'écran large qui achèterait un casque The Mandalorian. Je suis en train de faire un AVC, aidez-moi ! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo ? Repartons. Concentration. Et si le grand public n'en avait donc rien à faire, les fans de Star Wars ne s'y sont pas trompés non plus. À quoi bon aller voir The Mandalorian and Grogu au cinéma alors qu'il a la même gueule que la série Disney+ dont il est tiré ? Et à quoi bon aller au cinéma d'ailleurs quand le film sortira sur Disney+ dans quelques semaines ? C'est là qu'on en vient à la vraie problématique. Disney a-t-il fait une erreur stratégique en déplaçant Star Wars sur le petit écran depuis une demi-douzaine d'années ? Je le disais au début de cette vidéo, The Mandalorian and Grogu est le premier film Star Wars à sortir au cinéma depuis 2019. Depuis, la saga n'a pas fait la morte pour autant, puisqu'on a eu le droit à une dizaine de séries sur Disney+, de la plus populaire, The Mandalorian donc, qui a ouvert les hostilités en 2019, juste avant la sortie de l'ascension de Skywalker au cinéma, à la plus prestigieuse, avec Andor, qui revenait sur les événements juste avant Rogue One, en passant par Ahsoka, The Acolyte, Skeleton Crew, le livre de Boba Fett, ou Obi-Wan Kenobi, seulement pour parler des séries en live-action, ou alors The Bad Batch, Vision, Tales et les aventures des petits Jedi, Maul, le Seigneur de l'Ombre, en série animée. Bref, toutes ces séries, elles sont nées du succès de The Mandalorian. Et d'une certaine manière, même si elles ne sont pas de bonne facture pour la plupart, elles ont changé profondément la vision des spectateurs envers la franchise. Avec une absence du grand écran pendant si longtemps, Star Wars n'a pas été oublié des spectateurs, mais son statut a tout simplement changé. Disney a habitué le public à visionner la saga en dehors des salles de cinéma et donc à ne plus se déplacer pour profiter des sabres laser, des sauts en hyperespace et autres rébellions contre l'Empire et utilisation de la Force. Alors bien sûr, il y avait déjà eu des séries avant l'ère Disney, mais elles étaient rares et elles ressemblaient à des sortes de petites friandises pour alimenter l'amour des fans de l'univers. Rien à voir avec ce que Disney+ a fait avec ses propres séries, et même les films, 5 en 4 ans contre 6 en près de 50 ans avant. D'ailleurs, le problème est à peu près le même du côté de Marvel dans l'idée. Avec une extension de l'univers de super-héros sur le petit écran, le public s'est un peu perdu, ne sachant plus vraiment s'il avait tout en tête et si ça valait le coup d'aller en salle pour voir la nouvelle aventure de tel super-héros ou telle super-héroïne. Ce qui peut sans doute expliquer son calvaire au box-office depuis quelques temps également. Bref, l'insuccès de The Mandalorian and Grogu est inévitablement lié, de près ou de loin, à ce choix stratégique et il pousse à une conclusion sans réponse à ce stade.
Star Wars est-elle encore une saga de cinéma? Ce sera intéressant de surveiller attentivement l'engouement que suscite ou non le prochain film Star Wars prévu pour le cinéma, Starfighter, avec Ryan Gosling, dont la sortie est fixée au 26 mai 2027. Le film suivra l'histoire d'un pilote solitaire qui se retrouve mêlé à une mission cruciale, protéger un adolescent, alors que de nouvelles menaces apparaissent. Leur voyage pourrait changer l'avenir de la Force elle-même. Ça, c'est l'idée du speech. Et niveau intrigue, je sais pas vous, mais ça ressemble quand même vachement à un mercenaire se retrouve mêlé à des missions cruciales avec un bébé Yoda entre les mains qui pourrait changer l'avenir de la Force. Bref, pour l'originalité, on va donc repasser. Et c'est justement mon dernier point. Une licence comme Star Wars est-elle encore capable de surprendre son public? Le seul film vraiment en chantier, Star Wars New Jedi Order, en dehors de Starfighter, racontera la suite de Star Wars 9 avec le retour de Rey. On souffle donc déjà, et dans les autres films à moitié en cours et à moitié en suspens, dont on ne sait plus vraiment où ils en sont, on a Star Wars Dawn of the Jedi de James Mangold, censé raconter l'avènement du premier Jedi 25 000 ans avant la menace fantôme, qui s'en fout, une trilogie supervisée par Simon Kinberg, totalement dans le flou, et une comédie signée Taika Waititi, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle sera fun. Voilà qui donne très envie. Bref, même si Star Wars réussit un jour à redevenir original, le public n'a-t-il pas plutôt en fait envie de découvrir d'autres univers et histoires loin de cette saga très établie? Peut-être que oui en fait. The Mandalorian and Grogu n'avait quasiment aucune concurrence sur son terrain lors de sa sortie en mai dernier. Le Diable s'habille en Prada 2 et Michael, dans deux styles différents mais avec des budgets conséquents, avaient déjà fait le gros de leur business et le prochain vrai gros blockbuster après The Mandalorian n'arrivait pas avant le 5 juin, soit 3 semaines plus tard, avec Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, licence connue mais dont l'adaptation n'était pas forcément ultra identifiée. On pouvait donc imaginer que The Mandalorian and Grogu prendrait à peu près tout ce qui se passe dans les dollars et dans les box-office, sauf que dès son deuxième week-end, le film Star Wars il est passé à la 3e place du classement et il a perdu 70% d'audience. Pourquoi? D'un côté, il a été atomisé par un certain Backrooms qui a littéralement fait un démarrage au même niveau que lui, 80 millions de dollars chacun pour leur premier week-end, et surtout, le petit film d'horreur Obsession lui a chippé la 2e place. Le phénomène s'est amplifié au fil des semaines, et 2 mois après sa sortie, Obsession, qui n'a coûté que 750 000 $, il a rapporté 245,3 millions de dollars au box-office nord-américain, quand Backrooms, lui, a engrangé 190,4 millions de dollars en 6 semaines pour un petit budget de 10 millions. C'est donc plus que The Mandalorian and Grogu, c'est 176,8 millions, et même dans le monde, ces deux films indépendants le surpassent. The Mandalorian and Grogu, je vous avais dit, totalisait 329 millions de dollars, mais Backroom est déjà à 350 quand Obsession vient de passer la barre des 400 millions de dollars. Alors, est-ce un épiphénomène? Peut-être, en vrai, je ne peux pas savoir, mais ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, oui, le public veut des films originaux qui ne ressassent pas les vieilles marques et proposent des expériences novatrices. Ça confirmerait d'ailleurs la tendance lancée un peu par Evanouie et Sinners en 2025, deux propositions très originales qui avaient cartonné au cinéma. Alors bien sûr, ça n'empêchera pas certaines marques de continuer à perdurer, il ne faut pas tout amalgamer. Rien que Toy Story 5 en est la preuve vivante, mais cet engouement démesuré pour certaines petites productions dessine une possible tendance. Et deuxièmement, si on prend uniquement Obsession, Backrooms et Evanouie, c'est la preuve qu'Hollywood peut gagner énormément d'argent en dépensant peu ou moins et en choisissant mieux ses projets. Dans une industrie où les économies sont un sujet primordial, voilà un point non négligeable. En cela, l'horizon sans doute rêvé qu'on pourrait avoir pour Hollywood a été un petit peu expliqué par Michael De Luca, qui est à la fois le président et co-PDG de Warner Bros. Pictures et à qui l'on doit notamment Sinners et Une bataille après l'autre, qui avait tout raflé aux derniers Oscars. The idea then, as it is now for companies big and small, if you're a studio executive, is the identification of material, the development of it, the packaging of it, the marketing of it, and the distribution of it to generate revenue. That's the job. So it doesn't mean that under that umbrella, you can't strive for artistic excellence and to always consider the North Star being the relentless pursuit of new talent and fresh voices and a way to refresh the pipeline. Because if you don't look for new voices and new talent and you rely on what's worked before, innovation dies in your organization and the customer moves on to another studio that does it better. Alors, est-ce que l'échec de The Mandalorian and Grogu aura des conséquences sur Star Wars? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il pourrait accélérer la mutation d'Hollywood. Et rien que pour ça, on a presque envie de dire merci. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la critique de Mathieu sur Backrooms pour bien comprendre pourquoi ça fait du bien d'avoir des propositions aussi novatrices au cinéma. Allez, salut!